Aujourd'hui, j'aimerais relever un défi. J'aimerais essayer de t'expliquer qu'est-ce que c'est le Bitcoin et comment ça fonctionne. J'avais déjà essayé de le faire pour ma formation Udemy et je sais que j'avais vraiment pas été satisfait du résultat et que je trouvais que j'avais pas réussi à expliquer. Et du coup, j'aimerais réessayer de le faire aujourd'hui parce que c'est pas facile, mais que j'ai l'impression que je me suis beaucoup documenté et que je suis à peu près capable de le faire. Donc pour commencer, en gros, le Bitcoin, il y a deux manières de le voir. D'un côté, tu peux le voir du côté de la personne qui veut faire une transaction et tu peux le voir du côté des mineurs. Donc on va commencer par la personne qui fait une transaction. La personne qui fait une transaction, en gros, elle est responsable de sa propre sécurité. Euh, N'importe qui peut créer une wallet, c'est gratuit, c'est hyper simple à faire. Quand tu crées une wallet, donc c'est juste un portefeuille, en gros c'est là où tu stockes tes bitcoins ou tes 0,01 bitcoin. Et quand tu crées ta wallet, tu reçois une clé publique et une clé privée. La clé publique, c'est un peu comme le numéro de ton compte bancaire. C'est juste une adresse. C'est en gros un truc qui permet aux gens de t'envoyer de l'argent, qui permet aux gens de regarder ton compte, parce que tout est transparent. Enfin, en gros, c'est juste ce que tu peux envoyer à tout le monde. Et ensuite, ta clé privée, c'est ce qui te permet de te connecter. C'est ton mot de passe, en gros. Et puis du coup, tu peux acheter du Bitcoin ou le vendre via des plateformes qui font ça. Et une fois que tu en as sur ta wallet, tu peux l'envoyer. Tu peux juste créer des transactions. En fait, tu peux faire que ça. Tu peux juste envoyer du Bitcoin à d'autres gens ou en recevoir. Et quand tu l'envoies, c'est simplement, tu dis, voilà, j'aimerais envoyer une certaine quantité à tel destinataire et tu dis à qui tu veux l'envoyer, tu donnes l'adresse. Tu donnes une adresse publique et tu dis que tu aimerais envoyer ça là-bas. Et puis ensuite, la transaction est faite. De ton côté, tu vois pas ce qui se passe, tout est très simple et la transaction est faite. Et en fonction de la demande, en fonction de combien il y a de transactions, en même temps combien de gens veulent faire des transactions, tu vas devoir payer des frais de transaction plus élevés ou plus bas. Et au moment où je fais cette vidéo, les frais de transaction du Bitcoin sont à environ 30 dollars. Donc ce qui est assez cher. Si tu envoyais juste 5 dollars de Bitcoin, tu vas quand même devoir payer 30 dollars de frais de transaction. Donc comme tu le vois, du côté de la personne qui fait les transactions, c'est assez simple en fait. Mais c'est comme quand tu utilises n'importe quel site, tu comprends pas tout ce qui se passe derrière. Et maintenant, on va essayer d'aller du côté des mineurs pour voir ce qui se passe de l'autre côté. Donc du côté des mineurs, c'est juste des gens qui ont des ordis hyper puissants, c'est en gros des trucs qui calculent tout le temps. Et ces mineurs, ils font deux choses. En gros, d'un côté, ils font en sorte que toutes les transactions puissent passer. Donc ça, en gros, ils font juste, ils calculent juste, ils vérifient les transactions. Et le système pour vérifier les transactions, c'est là que ça devient un peu compliqué. En gros, c'est ce qu'on appelle la blockchain. Et en gros, ça veut dire que, imaginons, toi, il y a plein de transactions qui se passent. Plein de gens envoient des transactions, machin. Mais ces transactions, elles doivent être vérifiées. Et en gros, le mineur, ce qu'il fait, c'est qu'il prend toutes ces transactions, il les met dans un bloc. Et ce bloc, en gros, il génère un hash. Ça s'écrit H-A-S-H. En gros, c'est un code unique du bloc. Et en fonction des transactions qu'il met dedans, le hash va changer. Donc il suffit qu'il rajoute une transaction à son bloc et le hash va complètement changer. Il peut enlever une transaction, ça va complètement changer le hash. Mais voilà, il va juste créer un bloc et ce bloc il va avoir un hash. En gros, le challenge du mineur, c'est que pour qu'un bloc soit accepté, il faut que ce hash ait une certaine valeur. Et c'est une valeur très petite, c'est genre 0,000 quelque chose. Et ce hash, en gros, enfin tu vois, pour le générer, il doit juste essayer de faire un bloc en mettant des transactions dedans, mais il n'a aucune manière de savoir genre quel résultat ça va donner. Donc en gros, toute l'activité de miner, c'est juste de essayer de, c'est comme un Lego en gros, il essaie de construire le bloc parfait et il essaye plein de combinaisons différentes. Et genre, la plupart du temps, ils ne trouvent pas le bon hash. Et en fait, c'est ça ce qu'on appelle la proof of work. Et donc, c'est ce qui permet de donner de la valeur au Bitcoin. C'est pour ça que miner du Bitcoin, ça demande tellement d'électricité. C'est parce qu'en gros, l'ordinateur, il doit tenter des millions de combinaisons différentes jusqu'à ce que par chance, il tombe sur le bon hash. Et une fois qu'il tombe sur ce bon hash, ça voudra dire ce bloc est confirmé, on passe au prochain bloc. Et ce qui est intéressant à comprendre, c'est que cette activité de minage, elle est faite par plein d'ordis dans le monde, mais en gros, tous ces ordis font exactement la même chose. Donc, imaginons que 90% des mineurs décident d'arrêter de miner.
le network, le réseau Bitcoin fonctionnerait toujours encore aussi bien parce qu'ils font tous la même chose et en gros ils ne s'entraident pas du tout, c'est juste des centaines d'ordi de trucs qui font tous la même chose et donc en gros ça sert à rien. Et la seule utilité d'avoir autant de gens qui minent, c'est en gros pour protéger le réseau. Parce qu'imaginons que tout le monde arrête de miner et que je suis le seul à miner du Bitcoin, je pourrais décider que voilà les transactions que j'envoie, tout d'un coup je les annule. Ou je pourrais décider que les transactions que fait un tel, je les mette pas dans mon bloc, je les confirme pas, et du coup ces transactions, elles auraient jamais lieu. Enfin en gros, ça me donne pas un pouvoir immense, mais je pourrais en gros assez emmerder le système et casser le Bitcoin, enfin un peu, le rendre un peu, rendre le système inutilisable, voilà. Et donc une fois que le mineur a trouvé le bon hash, il est récompensé et il reçoit 12 bitcoins. Avant, il recevait 25 bitcoins, maintenant il reçoit 12 et puis après, ça sera encore divisé par 2 et comme ça. Et puis en gros, une fois que ce bon hash est trouvé, enfin pour l'instant, quand tu trouves ce hash, toi tu vois que ça marche, mais pour que ce soit le bon hash, il faut que ce soit vérifié par le reste du réseau. Et puis en gros, le concept du hash, c'est qu'il est hyper difficile à trouver parce qu'il y a une quantité immense de possibilités. Mais une fois que tu as le bon hash, tout le monde peut vérifier que c'est le bon hash hyper simplement. Ils ont qu'à utiliser ce hash, le mettre dans la machine et ils voient correct ou faux. Et du coup, tout le monde vérifie que c'est le bon hash. Tout le monde se met à jour au prochain bloc et après, tout le monde réessaye. Tout le monde réessaye de trouver le prochain bon hash. Et en gros, c'est ça l'activité de miner du Bitcoin et c'est ça qui se passe constamment. Et ça consomme tellement d'énergie parce qu'il y a tellement d'ordi qu'ils font en même temps. S'il y avait que moi qui faisais tourner le Bitcoin dans ma chambre, le Bitcoin serait en fait assez écologique. Et du coup, j'en profite juste encore pour t'expliquer ce que c'est une fork. C'est ce qui s'est passé avec le Bitcoin Cash, c'est ce qui s'est passé avec l'Ethereum classique et l'Ethereum. En gros, c'est genre quand une blockchain décide de se diviser en deux. Et concrètement, comment ça se passe? En fait, c'est simplement, imagine, tu es un mineur de Bitcoin. Et le Bitcoin, il a certaines règles. En gros, pour faire un bloc valide, il faut respecter un certain nombre de règles. Et tu pourrais créer une fork simplement, en gros, en créant un bloc qui ne respecte pas ces règles. Et tu dis, voilà, moi je propose de nouvelles règles. Et si tu es tout seul à proposer ces règles et que tous les autres disent non, tes règles c'est n'importe quoi, bah du coup tu vas créer une fork mais qui va un peu s'arrêter parce que tu es tout seul là-dedans. Mais imaginons maintenant que tu crées des nouvelles règles et que tu as une communauté derrière, que tu as d'autres mineurs qui sont là, j'adore tes règles, et ben ils vont prendre ton bloc et ils vont dire, ouais, ce bloc me plaît, il est bien, en fait c'est pas un mauvais bloc, c'est pas un mauvais bloc, c'est un vrai bloc. Et du coup, tu vas créer une deuxième blockchain. Et puis ensuite, la question que tu vas te poser, c'est mais comment est-ce qu'on fait du coup pour savoir quel est le vrai Bitcoin? Et c'est effectivement une question qui s'est posée surtout quand il y a eu l'histoire du Segwit de X, mais finalement qui n'a pas eu lieu, enfin bref, on s'en fout. Et en gros, le système pour savoir quel est le vrai Bitcoin, c'est celui qui a la plus grande force de calcul dans son histoire. En gros, celui dans lequel il y a eu le plus d'efforts. Donc imaginons maintenant qu'un gars super stylé améliore le Bitcoin, propose une fork, qu'il l'a fait et que tout le monde est chaud pour sa fork. Et ben du coup, c'est cette fork qui va devenir le vrai Bitcoin. Et c'est ce qui s'est passé avec Ethereum. En gros, avant Ethereum, c'était un autre système. Enfin, c'était une première blockchain. Et si tu connais un peu l'histoire d'Ethereum, en gros, il y a eu un méga hack et ils ont perdu beaucoup d'argent. Et donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont dit, voilà, là on est dans la blockchain, l'argent on l'a perdu ici. Ce que je vous propose, c'est qu'on reparte dans le passé, on reva ici et on crée une autre blockchain à partir de là-bas. Comme ça, le vol d'Ethereum a jamais eu lieu. Et genre, la majorité de la communauté était d'accord. Et du coup, tous les mineurs ont commencé à miner cette chaîne-là, cette chain-là. Et du coup, c'est celle-là qui est devenue la plus forte et la plus longue. Et c'est elle qui est devenue le vrai Ethereum. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il existe un Ethereum classique. Et c'est l'Ethereum qui est l'original, en fait, qui est resté où il y a eu ce vol d'argent. Parce que quelques mineurs ont dit non, moi je veux continuer à miner ce Ethereum-là parce que c'est celui-là en lequel je crois. Parce qu'ils n'étaient pas d'accord qu'on remonte dans le passé pour changer l'histoire des transactions. Voilà, j'espère que je t'ai un peu éclairé sur le Bitcoin. Moi je suis assez content là, j'ai l'impression d'avoir à peu près expliqué ce que c'était. N'hésite pas à me poser encore des questions, je vais peut-être faire une deuxième vidéo parce que le Bitcoin c'est vraiment un truc stylé, c'est hallucinant. Genre pour la première fois, on a quelque chose de décentralisé que personne ne peut contrôler et qui garde sa valeur. Et tant qu'il y a quelques mineurs dans le monde, ça va marcher. Donc
Je suis genre tellement impressionné et content d'être là maintenant déjà. J'aurais adoré être là il y a 2 3 années, mais on est encore assez tôt et j'ai acheté du Bitcoin et voilà, donc je voulais te partager ça et n'hésite pas à me poser des questions s'il y a quelque chose que tu n'as pas compris parce que voilà, je vais encore continuer à me former et j'essaierai de répondre à tes questions compliquées ou pas avec plaisir. Voilà, super soirée à toi, ciao!